Bonjour mesdames et bonjour messieurs, et je vous remercie toutes et tous de vous être déplacés pour venir assister à cette conférence, et également toute l'équipe de l'OVS, sans qui cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Alors je suis ici pour vous proposer une conférence qui portera sur les effets bénéfiques de la pratique du dialogue philosophique chez les personnes aînées, que je développe depuis maintenant quelques années sur Montréal et ailleurs, en partenariat avec la Société des services des génies, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Alors, les observations que je mentionnerai à ce sujet sont seulement le fruit de mon expérience et des nombreux témoignages que j'ai pu avoir, et des participants et des récréologues également. Alors, mon exposé s'articulera autour de 3 axes. Le premier présentera brièvement comment est née l'idée de cette pratique philosophique que j'ai nommée Café Philo pour aînés, comment elle se définit et comment elle se développe. Le second axe tracera les grandes lignes de la philosophie en tant que méthode de réflexion et non pas en tant qu'école. Ça nous permettra donc de mieux réussir à comprendre ce qu'est un café philo, excusez-moi, quelles sont les conditions de mise en place du café philo et quels sont les effets aussi sur les participants. Puis le troisième axe, et sans doute le plus important, mettra en évidence les différents champs sur lesquels impacte le café philo chez les participants à cette activité, à savoir le champ intellectuel, social et émotionnel. Et enfin, après cette troisième partie, il restera à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions et moi tenter d'y répondre. Alors, le concept de café philo est né en France, à Paris, et plus précisément au Café des Phares, place de la Bastille, pour ceux qui connaissent, en 1992, à l'initiative d'un professeur de philosophie, Marc Sauté, qui organisait dans des lieux publics et dans des cafés généralement, des dialogues autour de questions philosophiques. Alors, il s'agissait de démocratiser la philosophie, de la faire sortir de l'université pour la rendre accessible à tous, quel que soit son cursus. Pas la peine d'avoir fait des études de philosophie, vous êtes un spécialiste pour pratiquer le questionnement philosophique. Et très rapidement, les cafés philo se sont développés dans toutes les villes de France. On en compte aujourd'hui des centaines par mois, un peu partout dans l'Hexagone, mais pas seulement. Ici, à Montréal, il y a tous les mois des dizaines de cafés philo qui se donnent. Alors, c'est un exercice que j'ai pratiqué avec mes élèves de terminale. Alors ici, ça représente la dernière année du cégep. Et que ce soit en France ou en Suisse, mais lors également de consultations philosophiques que j'offrais à Aix-en-Provence. Alors, dans le premier cas, il s'agissait d'un groupe qui dialoguait autour d'une question commune, alors qu'en consultation philosophique, la personne est seule et la question à laquelle elle essaie de répondre concerne sa vie privée. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une méthode philosophique, c'est-à-dire on va questionner. Mais on va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce que la philosophie pour mieux comprendre qu'est-ce que le café philo. Alors, l'idée d'animer des cafés philo auprès d'un public aîné m'est venue en juin 2011, lorsque pour financer mes études, je travaillais en tant que serveur dans une résidence pour personnes aînées. Et là, j'ai eu l'idée d'organiser un café philo avec les résidentes et les résidents. J'en ai parlé à la récréologue qui a trouvé l'idée assez extraordinaire. Et ça a eu un succès fou, c'est-à-dire qu'il y a des résidents qui ne participaient pas aux autres activités, mais qui venaient spécialement pour celle-là. Donc ça a réussi à fédérer beaucoup de monde. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé au développement des cafés philo dans des résidences pour personnes aînées. Donc je vivais à Québec, parce que je fais mon doctorat à l'Université Laval de Québec, puis j'ai déménagé à Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré Catherine Feuillerade, ici présente, qui est à la Société des services des génies, qui propose plusieurs activités. Et donc, on travaille en partenariat depuis plusieurs années maintenant. Et on travaille par mois avec 15 résidences uniquement pour les cafés philo, mais des centaines d'autres pour des conférences culturelles, pour des animations.
Donc ça se développe au fur et à mesure, les récréologues parlent entre elles, et c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter, les cafés philo en résidence. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le café philo, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'est la philosophie. Alors, la philosophie, étymologiquement, c'est l'ami de la sagesse. Mais alors, on est en droit de se demander qu'est-ce que la sagesse et par extension, qui est le sage? Alors, Socrate répondait à cette question en disant le sage, finalement, est celui qui peut dire que la seule chose qu'il sache est qu'il ne sait rien, justement. Alors, on est dans un paradoxe. Comment se fait-il que celui qui était considéré comme l'homme le plus savant de toute la Grèce dise de lui-même qu'il ne savait rien et que la certitude qu'il avait, c'était celle-là? Justement, par la fraîcheur de l'interrogation. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on est tous des êtres de croyance. Je crois que demain le soleil verra à l'est, je crois que mes parents m'aiment, je crois des tas de choses, mais sommes-nous assurés de ces croyances-là? Alors, les outils que nous offre la philosophie, c'est justement de prendre une pelle et de questionner nos points de vue. Le monde dans lequel on vit tous n'est que le fruit de nos interprétations. En changeant les interprétations, on peut changer aussi notre conception du monde. Alors, Socrate disait « Je fais la même activité que ma mère. Ma mère est sage femme, elle aide à accoucher les corps, et moi, comme elle, j'aide à accoucher, sauf que ce ne sont pas des corps, mais des esprits. Et de quoi un esprit peut-il bien accoucher? D'un jugement plus juste, plus éclairé. On ne va pas dire de la vérité, parce que ça nous ramènerait à un autre problème philosophique, qu'est-ce que la vérité? Mais en tout cas, à une opinion plus travaillée, vers plus de discernement. Mais de quelle manière accouche-t-on un esprit, d'un jugement plus juste? Je l'ai dit tout à l'heure, du questionnement. Donc, la première chose que l'on voit, c'est que la philosophie se présente avant tout, et c'est comme on la pratique, comme une méthode réflexive qui interroge les sujets de nature existentielle, c'est-à-dire portant sur le sens même de l'existence. Qu'est-ce que le bonheur? Le mensonge est-il toujours mal? Suis-je un bon parent? Peut-on fonder une morale sans Dieu? Etc. On remarque ici deux choses. La première est que les sujets de philosophie sont tous d'ordre général. Qui que l'on soit, on peut tous tisser un pont entre nos expériences particulières et ce dont traitent les sujets philosophiques. Que vous soyez né 3000 ans avant Jésus-Christ ou que vous ayez le dernier portable multi-options, on peut tous se reconnaître dans des questions du type « Quel est le sens de ma vie ?» Et là, les multi-options de votre portable ne vous serviront à rien. Mais la seconde chose que l'on remarque, c'est que la philosophie est dialogique, c'est-à-dire qu'elle se pratique sous forme de dialogue. Alors, qu'il soit avec autrui ou avec moi-même, c'est toujours un dialogue. Alors, du grec dialogos, on a le préfixe dia, qui signifie à travers, entre, et le radical logos, qui pourrait se traduire par la raison, par le discours ou par le verbe. En d'autres mots, le dialogue serait une parole raisonnée, pensée, qui traverse ou qui pénètre. Mais qui traverse ou qui pénètre quoi? Justement, une autre pensée. On a donc ici un rapport d'opposition inhérent à la recherche, qu'elle soit philosophique ou autre. Mais ça n'est pas une opposition mortifère, comme parfois on peut le trouver en politique, mais une opposition enrichissant les différents protagonistes. Nul ne dialogue pour avoir raison, mais bien pour avoir plus de discernement. Alors, c'est donc dans cet héritage hellénique que s'enracine l'activité Café Philo pour aînés, que l'on peut aussi définir comme un espace de dialogue philosophique où les participants échangent non seulement leurs opinions, mais surtout les raisons qui les sous-tendent. En d'autres termes, je pense que parce que. Sinon, on est dans une discussion où moi je pense vert et vous pensez bleu,
Mais à la limite, ça n'intéresse pas grand monde. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense vert parce que. C'est-à-dire que j'argumente. Chaque participant a ainsi la possibilité de présenter ses arguments et d'interroger ceux des autres. La critique devient alors partagée en ce que tous poursuivent un objectif commun, à savoir la pertinence de leur propre jugement. Cela ne signifie pas que les participants aboutiront tous au même point de vue, mais ils seront en tout cas plus critiques par rapport au leur. En ce sens, le café philo pourrait s'appréhender comme une prise de recul, une mise à distance de la personne face à ses croyances. En les questionnant, elle s'en éloigne, tourne autour d'elle pour la voir sous des angles différents. Libre ensuite à elle d'y retourner ou pas, mais cette pratique du questionnement philosophique lui aura en tout cas apporté une vision plus large du sujet traité. Donc ça, c'est la dimension théorique du café philo. Maintenant, comment se déroule le café philo dans les faits? Alors, la première étape est de déterminer la question à partir de laquelle le dialogue va pouvoir se tisser. Alors, pendant les premières années de café philo, je proposais essentiellement le jeu des concepts. Chaque participant devait tirer dans une boîte 2 bouts de papier sur lesquels étaient inscrits différents concepts, différents mots. Par exemple, amour, justice, temps. À partir de ces 2 concepts, il devait réussir à composer une question. Alors, par exemple, si on prend amour et temps, la question qu'on pourrait poser, les questions qu'on pourrait poser, l'amour peut-il résister au temps ? Ou bien le temps renforce-t-il l'amour? Donc c'est de mettre finalement en relation les 2 concepts. Et quels que soient les concepts sur lesquels on tombe, on peut toujours réussir à en trouver une. Alors, je pouvais aussi partir d'un texte, que ce soit un poème, les fables de La Fontaine par exemple, un article de journal pour coller au concret, ou bien un extrait de texte philosophique. Mais depuis 1 an maintenant, depuis plus d'1 an à peu près, je développe une autre méthode qui fonctionne mieux, qui permet autre chose. Les cafés philo que je donne dans des résidences sont récurrents. C'est 1 fois par mois. Donc il y a la plus vieille résidence dans laquelle je travaille, ça va faire 3 ans et demi que j'y suis maintenant, et c'est 1 fois par mois. Donc il y a un suivi. Ce que les gens apprennent, parce que c'est un apprentissage du questionnement philosophique, ça se répète tous les mois et il y a des mécanismes qui se mettent en place, mais sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Alors depuis 1 an, donc, à la fin de chaque café philo, je donne un sujet pour le café philo suivant. Alors soit le sujet, je le propose moi, soit c'est les résidents eux-mêmes qui viennent avec un sujet, soit c'est la récréologue qui, en fonction d'un problème dans la résidence, va me demander de trouver une question qui se rapprocherait de ce problème pour essayer de le résoudre dans le dialogue. Alors, une fois que cette question-là est posée et donnée pour la fois suivante, ça permet aux résidents, aux participants de le travailler. Donc, ça permet qu'il y ait un fil entre chaque activité philosophique. Et ça permet aussi aux résidents de travailler bien le sujet à l'avance et de venir avec des petites notes. Alors, une fois que la question est déterminée, il y a 2 règles à faire respecter pour que ça puisse bien se passer. On lève sa main pour prendre son temps de parole et on laisse parler la personne qui s'exprime jusqu'au bout. Ça, je le répète à chaque fois. Alors, la deuxième étape et la plus longue est celle du dialogue. Elle commence toujours par la définition des termes qui sont essentiels à la question posée. Alors, je prendrai comme exemple la question suivante. Peut-on parler pour ne rien dire ? Que j'ai proposée à plusieurs résidences il y a quelques semaines. Et j'en parle car elle a provoqué à chaque fois un grand oui. Tout le monde pensait que oui, on peut parler pour ne rien dire, mais qui n'était plus aussi évident à la fin du café philo. Alors, on doit d'abord définir ce que l'on entend par parler. C'est quoi parler? Que fait-on quand on parle?
Puis, on doit aussi s'interroger sur dire. Quelle est la différence entre parler et dire? Et puis, si on a défini dire, que signifie ne rien dire? Définir consiste alors à trouver les critères. Quels sont les critères du parler? Que fait-on quand on parle? À partir de quand dit-on quelque chose? Et que pourrait signifier ne rien dire? Les participants proposent alors des critères qui sont notés au tableau et discutés par le groupe. Une participante propose le critère de la communication pour le parler. Un autre, celui du langage. Effectivement, peut-on parler sans langage? L'un dit oui, les animaux se parlent entre eux. Une autre participante demande alors, est-ce qu'ils ne seraient pas tout simplement en train de communiquer? Donc déjà de faire une différence entre communiquer et parler. Donc ce jeu de questions et de réponses permet justement de creuser les idées qui se trament. Alors cette étape de définition est primordiale en ce qu'elle permet non seulement de réfléchir sur le sens des mots utilisés, mais aussi de s'entendre tous sur une même définition. Alors bien souvent, on peut parler d'un même objet sans pour autant lui attribuer le même sens. On se retrouve là dans un quiproquo. C'est-à-dire que c'est la méprise d'une chose pour une autre. Donc c'est pour ça que la période des définitions est essentielle. Une fois les critères de chaque notion identifiés, on peut commencer à établir des liens entre eux. Il s'agit ici d'interroger les relations causales qui les animent. Par exemple, concernant le sujet « Peut-on parler pour ne rien dire ?», les participants peuvent demander si l'un des critères du parler, à savoir l'articulation du langage, pourrait correspondre à un des critères du ne rien dire, qui serait de n'avoir aucun sens. Donc vraiment, là, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus simple quand on le vit, parce qu'on a déjà identifié tous les critères, et ensuite, on essaie de voir quelle relation ces critères ont entre eux, pour essayer de mieux répondre à la question posée ensuite. Alors, par cette mise en relation des concepts entre eux, le dialogue va au-delà de l'opinion et formule des arguments qui sont soumis à tous et à leur critique. Et à la lumière de ces définitions, les participants creusent en commun chaque point de vue qui est interprété avant tout comme une hypothèse à vérifier et non plus comme une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que si on vient dans un café philo, qu'on fait de la philosophie, ce n'est pas dans l'espoir d'arriver à une vérité dogmatique à la fin. C'est-à-dire qu'on peut s'accorder sur une opinion, sur un jugement. Effectivement, personne ne trouve à le contredire, ce qui ne signifie absolument pas qu'il ne pourra jamais l'être contredit. Donc une modestie toujours par rapport à la valeur des vérités que l'on trouve. Alors, comme Socrate le formulait, toute croyance reste révisable et le chercheur, quel que soit son domaine, doit toujours faire preuve de modestie face à ces découvertes, car toutes pourraient un jour ou l'autre être révisées. Et l'histoire des sciences est là pour nous démontrer que c'est justement d'opposition en contradiction qu'on sait de plus en plus de choses. Enfin, au bout d'une heure et quart, excusez-moi, de dialogue, une brève synthèse est donnée par l'animateur qui récapitule les différentes phases des échanges. Alors cela permet de présenter au groupe les chemins empruntés et d'ainsi jeter un œil sur la façon dont a été pensé le sujet tout en appréciant les avancées communes. Alors voilà rapidement présenté la nature et la démarche du Café Philo, dont j'espère avoir été assez clair pour pouvoir continuer maintenant sur les conditions cognitives, affectives et émotionnelles et les effets sur ces mêmes domaines de l'activité du dialogue philosophique. Alors pour cela, je me référerai à l'ancien professeur de philosophie et à surtout l'initiateur de la philosophie pour enfants sur laquelle porte mon doctorat, Matthew Lipman. Alors, à la fin des années 60,
professeur de logique à l'université de Columbia à New York, Matthew Lipman, professeur de logique. La logique est une branche de la philosophie qui réalise que ses étudiants ne se servent absolument pas des outils qu'ils apprennent en cours pour essayer de régler le problème de leur quotidien. En d'autres termes, il réalise que peut-être on enseigne la philosophie trop tard. Et que si on la commence à un âge trop avancé, peut-être que ces mécanismes n'étant pas assez intériorisés, on ne fait pas trop de lien entre ce que j'apprends en philosophie et ma vie de tous les jours. Alors, il se dit que peut-être il faudrait écrire, amener les enfants à faire de la philosophie. Et pour ça, il va écrire des contes de philosophie pour enfants, adaptés à des tranches d'âge, et qui vont permettre justement, à partir de ces textes, de dégager un problème philosophique et d'inviter les enfants à y répondre ensemble. Mais à côté de ce travail pédagogique, Lipman analyse également les natures différentes de la pensée, ainsi que les conditions qui la favorisent. Alors, il est partisan d'une pensée holistique. Holistique, ça veut dire composée de toutes de natures très différentes, qui ne sont pas opposées, mais complémentaires. Par exemple, on trouve la pensée critique. Quand on fait des liens entre des concepts, quand on les interroge, je raisonne, je critique. On fait aussi appel à une pensée qui est créative, quand j'imagine une hypothèse. Quand j'imagine une solution qui reste à vérifier, c'est le fruit de mon imagination. Et puis, il y a une troisième forme de pensée que Lipman identifie, c'est la pensée vigilante. La pensée vigilante, c'est celle qui nous permet d'être sensible à notre contexte. C'est-à-dire que si une personne vous donne un argument que vous ne comprenez pas, que vous allez essayer de traduire, pour réussir à traduire cet argument, il faut que vous soyez sensible à la particularité de l'individu. On ne met pas tous le même sens derrière les mêmes mots, selon notre culture, selon notre vécu. Donc il faut, dans le dialogue, être capable de se mettre à la place de l'autre pour mieux saisir ce qu'il dit. Donc ce sera à la lumière de ces travaux sur la pensée et ses composants que je présenterai cette dernière et troisième partie à propos des effets intellectuels, sociaux et affectifs que le café philo génère en résidence. Alors, en tant qu'exercice portant sur l'échange des idées, le café philo sollicite de la part des participants et active des compétences de nature différente, bien que complémentaires. En effet, penser ne se résume pas à la simple activité d'une raison qui opérerait de manière froide et absolument objective. Lors d'un échange dialogique, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous traduisez les propos d'une personne, pour vous assurer d'avoir bien compris, vous devez utiliser d'autres capacités que la cognition pure. Il y a un ressenti. On va voir tout à l'heure quel rôle les émotions ont dans la pensée et combien un être humain dépourvu d'émotions ne serait plus vraiment adapté à son contexte. Alors, la première dimension que l'on va étudier, c'est la dimension intellectuelle, car elle est sans doute celle sur laquelle opère directement le café philo. Alors, les échanges d'arguments peuvent s'appréhender comme une véritable gymnastique intellectuelle. En effet, si l'objectif du dialogue philosophique est l'accouchement d'un jugement plus fiable, les moyens d'y accéder nécessitent une panoplie d'outils que la pratique des échanges active et renforce. Alors, lorsqu'un participant argumente son point de vue, il utilise nécessairement un certain nombre de ce que Lipman nomme des habilités de pensée, soit des compétences spécifiques très vastes qui peuvent être, par exemple, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'acte de traduire, celui de nuancer ou encore de développer des hypothèses. Toutes ces habilités-là sont nécessaires au développement des échanges
et à leur approfondissement. Que l'on définisse un concept, que l'on donne une raison ou que l'on reformule un propos, l'échange dialogique favorise l'utilisation d'habilités différentes et permet donc aux participants de les faire fonctionner. Alors, le rôle de l'animateur est ici crucial, car il doit réussir à identifier quelles sont les habilités mises en œuvre, quelles sont les erreurs de logique qu'ils peuvent faire pour les identifier et pour les montrer au groupe. Voilà, donc il faut vraiment que l'animateur, lui, ait un cursus philosophique, justement, pour garder toujours une dimension philosophique aux échanges qui sont faits. Alors, la réflexion, en ce sens, on le voit, elle est double. Premièrement, elle porte sur le sujet étudié, par exemple sur le parler et sur le dire. Mais deuxièmement, chose très importante, elle est attentive aux moyens de pensée mis en place. C'est-à-dire que non seulement je pense, mais je vérifie aussi comment je pense. Donc c'est une réflexion, mais une méta-réflexion, une réflexion sur la réflexion. Il y a aussi, à côté de ces habilités, un autre outil qui apparaît indispensable au bon déroulement de ces échanges-là, à savoir la logique, en tant que règle formelle que doit respecter toute argumentation correcte. Lorsqu'un argument ne la respecte pas, il n'est pas tenable. Par exemple, affirmer que toutes les femmes sont mères parce que toutes les mères sont femmes, c'est poser une relation de nécessité là où il n'y en a pas. En effet, si pour être mère, il faut nécessairement être femme, en revanche, pour être femme, il ne faut pas nécessairement être mère. En ce sens, la logique est une des composantes du dialogue philosophique en ce qu'elle rend les idées cohérentes. Sans elle, elle ne pourrait pas être validée car ne reposerait sur aucun critère de fiabilité communément admis. Mais le dialogue philosophique, sur le plan intellectuel, nécessite également le travail de l'imagination. En effet, toute recherche se caractérise avant tout par l'originalité de son questionnement. Poser une hypothèse et imaginer des liens que des éléments pourraient avoir entre eux. Si par exemple, un participant pose l'hypothèse que lorsqu'on parle, on dit toujours quelque chose, il imagine des liens entre parler et dire sans les avoir pourtant encore vérifiés. Ce sera ainsi par cette capacité à créer des liens entre les choses, à inventer de nouvelles relations entre les objets que le dialogue progressera. Alors, comme nous venons de le voir brièvement, les effets du dialogue philosophique sur la dimension intellectuelle des participants sont multiples. Premièrement, il leur permet d'utiliser différentes habilités. Deuxièmement, de les repérer à ces mêmes habilités-là plus facilement et de les utiliser avec plus de précision. Troisièmement, ça permet de s'exercer à la rigueur logique dans l'élaboration de ces arguments. Et enfin, quatrièmement, de faire travailler l'imagination en établissant des liens sans les avoir encore vérifiés. Ce travail réflexif crée alors une véritable dynamique intellectuelle chez les participants, dont plusieurs ont formulé l'impression qu'ils avaient de retourner à leurs études. De plus, le fait d'avoir une question philosophique à travailler entre deux cafés philo les garde toujours dans cette dynamique intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une coupure de 1 mois entre chaque activité, puisqu'il y a toujours justement une question qui est donnée et qui va permettre aux participants de discuter entre eux en dehors du café philo et puis de pouvoir faire des recherches aussi, donc de rester toujours dans une dynamique. Alors ce travail-là, intellectuel, traverse toute l'activité du café philo, que ce soit dans l'analyse de la question ou bien dans la mise en relation des notions entre elles. Et les occasions de s'entendre poser une question existentielle sont très rares dans la vie de tous les jours. Et en ce sens, ce dialogue-là en résidence pour personnes aînées est une chance extraordinaire qui leur est offerte de pouvoir exercer leurs compétences cognitives. La deuxième dimension sera la dimension sociale, sur laquelle impacte le café philo. Au cœur de ce dialogue-là,
les participants sont en relation directe les uns avec les autres. Ils forment ce que Lippmann appelle une CRP, à savoir une communauté de recherche en philosophie. Comme un groupe de scientifiques optimiserait leur travail par les échanges d'idées, parfois même contradictoires, souvent même contradictoires, les participants à un café philo tirent leur force du groupe. Alors, dans la définition même du dialogue se trouve le concept de collaboration entre ceux qui y participent, car il s'agit bien d'un travail commun et non d'une lutte acharnée pour savoir qui a raison ou qui a tort. En ce sens, le dialogue s'inscrit d'emblée dans une volonté commune d'approfondir un thème. Les participants, même dans leurs contradictions et leurs critiques, n'agissent pas contre, mais avec les autres. Il s'agit d'un apprentissage collectif, d'une expérience partagée. Mais il y a également un autre concept avec lequel se tisse ce dialogue-là, à savoir l'égalité. Si le dialogue est collaboratif, c'est qu'il présuppose un rapport d'égalité entre les participants. Ce partenariat se fonde alors sur une certaine symétrie, telle que le relève la philosophe britannique Ruth Lilja-Shaw. A ne peut converser avec B si B ne converse pas avec A. La liberté de parole inhérente au questionnement philosophique ne peut être qu'égale entre tous les participants. Sans cette symétrie-là, nul échange collaboratif ne serait envisageable. Alors, ces deux prérequis au dialogue philosophique impactent sur l'harmonie du groupe. Puisque le travail est collaboratif, autrui devient indispensable à ma propre critique. Puisque chaque participant est là pour se questionner et questionner les autres, tous deviennent un élément essentiel à cette recherche. De plus, les gens apprennent à se connaître davantage dans et par ce dialogue. Puisque la parole est libre, chacun se dévoile toujours un peu dans les points de vue ou les exemples qu'il apporte. De ce fait, des rencontres se font. Parce que les problèmes philosophiques touchent au sens même de la vie, les personnes y répondent avec toute leur authenticité. On est loin d'une conversation anodine où l'on répond parfois avec distraction. Souvent, toutefois, les participants se découvrent dans leur vérité et se reconnaissent. Je me souviens d'une dame qui s'était levée de sa chaise pour aller embrasser une autre participante qui avait donné un exemple personnel et émouvant qui venait appuyer son argument. Donc, comme les problèmes, qu'est-ce que le bonheur le mensonge est-il toujours mal que l'on ait 7 ou 87 ans, le problème reste entier. Quel est le sens de la vie? C'est la même chose. Donc on est vraiment dans des problèmes qui nous touchent tous. Et lorsqu'on y répond, c'est avec tout notre vécu, et spécialement chez des aînés. Alors, la troisième dimension que l'on va voir, après la dimension sociale donc, est la dimension affective et même la dimension émotionnelle. Et ce, pour plusieurs raisons. La première est qu'en tant qu'aînés, les participants au Café Philo ont tous une expérience de vie significative. Les souvenirs sont nombreux et la possibilité de tisser des ponts entre eux et la question philosophique posée est grande. Quelle que soit cette question, tous les participants posent un éclairage nouveau sur leurs souvenirs. Je me souviens d'une question récente qui a suscité un très grand intérêt. Peut-on tout pardonner? Alors, bien évidemment, toutes et tous avaient quelqu'un à pardonner ou bien eux-mêmes pensaient devoir l'être. En posant les questions suivantes, qu'est-ce que pardonner? Pourquoi donner son pardon? Est-ce un devoir ou un droit? Les participants ont eu les outils pour mieux évaluer leur propre situation. Cet éclairage conceptuel qu'engendre la philosophie, cette prise de distance sur le concret qu'elle initie, permet ainsi d'y revenir de façon plus avertie. Et je me souviens qu'à la fin de ces échanges, une dame était venue me dire qu'elle avait compris pour la première fois ce que signifiait pardonner. Donc, grâce aux réflexions, grâce aux arguments donnés de la part de tous,
le concept de pardon avait été beaucoup plus clair pour elle. Alors, ce retour sur le ressenti émotionnel est dû à la dimension cognitive que contiennent les émotions. En effet, une émotion est ressentie physiquement, mais correspond aussi à une certaine forme de croyance. Si vous avez peur, vous ressentez physiquement la peur, mais ça vous indique aussi qu'il y a un danger. C'était les stoïciens qui pensaient que l'homme sage était un homme qui était dénué de toutes ses émotions, parce qu'ils croyaient que les émotions étaient des jugements, mais faux, toujours faux. Donc il faut s'en débarrasser, que ce soit des émotions de joie ou de tristesse, on se débarrasse de tout, et on devient un homme qui ne travaille qu'avec sa raison froide. Voilà. Donc, même s'il n'avait pas tout à fait raison sur ça, puisque les découvertes en neurosciences, elles nous montrent à quel point les émotions, elles participent à la cognition. Mais donc, quand on révise une croyance, si vous êtes angoissé, l'angoisse, on la ressent physiquement. On croit qu'il y a un danger à l'extérieur. Le fait de s'interroger, le fait de questionner ces croyances véhiculées par les émotions peut en retour agir sur ces émotions-là. Je dis peut. Je ne dis pas que c'est une certitude, mais en tout cas, si vous avez peur d'un objet et qu'au lieu de vous questionner sur la peur, vous vous questionnez sur votre croyance concernant ce même objet, il se peut très bien qu'il y ait une adaptation émotionnelle qui se crée à partir de cette révision-là. Alors, cette nature double de l'émotion, à la fois sensitive et cognitive, permet justement de les réadapter par le questionnement philosophique, puisqu'il va questionner, il va réviser certaines croyances. Alors, en ce sens, l'émotion pourrait être perçue comme une forme de croyance préconsciente, ou autrement dit, une croyance physiologique. Et de très nombreuses fois, les participants expriment le bien-être vécu pendant cette activité-là. Il y a également un effet empathique, c'est-à-dire que les participants au café philo doivent faire preuve d'empathie pour mieux comprendre le processus qui mène le participant, ce participant particulier, à argumenter de cette manière-là. Nous avons vu plutôt que la traduction ou bien la reformulation d'un propos demandait une certaine sensibilité au contexte. En effet, derrière un mot ou une expression, plusieurs sens peuvent être trouvés. Savoir le reconnaître et le traduire en d'autres mots passe nécessairement par la compréhension de l'autre. Quel lien puis-je faire entre ces propos et ce que j'imagine qu'elle ou qu'il vit? Donc, de toujours faire un lien entre ce que la personne est et ce qu'elle dit, pour essayer de mieux saisir. Un tel effet se mesure surtout avec les groupes que je suis depuis plusieurs années maintenant, où je vois que les participantes, alors je dis participantes parce que souvent ce sont des femmes qui participent à cette activité-là, elles arrivent à repérer les habilités de pensée qu'elles utilisent. Et quand il y a une nouvelle qui arrive, elles la reprennent elles-mêmes. Donc il y a des mécanismes qui se font. Et l'empathie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant de juger le propos d'une personne, d'un participant, me mettre à sa place, essayer de comprendre, excusez-moi, je m'éloigne du micro, essayer de comprendre ce que l'autre dit par rapport à son vécu personnel. Donc ça développe le côté empathique, mais pas seulement. Cousin de l'empathie, le troisième effet relevé lors de ces échanges philosophiques avec des aînés est les moments de partager émotionnels qu'ils suscitent. En étant au cœur de la parole libre et partagée, les participants n'argumentent jamais de manière froide et robotisée leur point de vue. Les raisons qu'ils avancent sont toujours colorées d'émotions lorsqu'elles sont exprimées. Surtout un sujet comme peut-on tout pardonner? Quand on argumente, bien évidemment qu'on fait aussi appel à nos souvenirs. Donc c'est quelque chose qui nous concerne en premier lieu.
Alors là, on se retrouve donc dans l'authenticité du discours, lorsqu'un lien est tissé entre la question existentielle et son vécu propre. Les émotions enrichissent le message et résonnent chez les autres résidents aussi qui participent, parce qu'il n'y a pas que des arguments qui s'échangent, il y a des émotions également. Donc il y a une sensibilité au contexte. Et ce que l'on voit souvent, c'est que les participantes arrivent à se découvrir aussi émotionnellement et donc tisser des liens beaucoup plus forts entre elles. Donc là, on n'est pas dans l'empathie qui est « je me mets à la place d'eux », mais dans la sympathie où je partage les émotions d'eux. C'est très très différent. Enfin, le quatrième effet que j'ai relevé, mais sans doute qu'il y en a d'autres, est le sentiment qui est... alors, ce n'est pas vraiment ce mot-là, j'ai choisi un mot, mais je vais préférer le mot de assurance en soi. On est davantage sûr de soi quand on participe, quand on est écouté dans un dialogue. Et ce, pour des raisons... Alors, j'en ai relevé deux, mais sans doute il y en a plus. La première, c'est le fait que tout le monde est écouté attentivement. On laisse parler la personne qui s'exprime jusqu'au bout. Et en voyant son idée participer au développement de la recherche, la personne est reconnue en tant que pierre de cet édifice-là. Et la seconde raison que j'ai identifiée est due au fait que la philosophie souffre trop souvent d'une image très élitiste et réservée à des universitaires. Or, en pratiquant le questionnement philosophique, les participants se rendent bien compte qu'eux aussi sont capables de philosopher. Et puis, ce que je fais souvent aussi, et ça participe à ce sentiment-là, c'est que lorsqu'une résidente exprime une idée, si je peux faire le pont avec un philosophe qui a vécu des siècles avant nous, ben c'est toujours très, très plaisant parce que la personne qui n'a pas fait d'études et encore moins de philosophie, savoir que ce qu'elle dit, Socrate l'avait aussi deviné, il y a un lien qui se fait entre Socrate, considéré comme le père de la philosophie, et la résidente, qui est en résidente donc, qui n'a pas suivi d'études forcément, et qui d'un seul coup se sent comme reconnue. Voilà. Alors, comme nous venons de le voir, les implications intellectuelles, sociales et émotionnelles sont nombreuses dans l'exercice du dialogue philosophique, même si cette conférence n'aura sans doute pas permis de les embrasser toutes. Cette activité étant toute nouvelle, en résidence pour personnes aînées, de prochaines études plus poussées contribueront, je l'espère, à mieux cerner les effets positifs sur ces participants. Mais j'aimerais finir cette rencontre de façon plus personnelle. Travailler avec des aînés aura été pour moi une rencontre très enrichissante et très motivante. Dans l'échange d'idées, l'âge disparaît et on se retrouve entre consciences. Ce n'est pas des grands-parents avec qui je dialogue, mais plutôt des sœurs et des frères dans lesquels je me reconnais pleinement et avec qui je peux partager des valeurs essentielles. Dans nos sociétés occidentales où le jeunisme fait parfois des ravages, il est grand temps de renouer avec le dialogue transgénérationnel afin de mieux vivre ensemble en apprenant les uns des autres. Et la philosophie fait sans doute partie des outils les plus aptes à rendre à la personne, quel que soit son âge, sa condition sociale ou son sexe, toute son utilité. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais.